nous arrivons au bout de cette matinée du forum Smart City Marseille Méditerranée. Et pour conclure cette première demi-journée de travail, d'échange, de débat, Christian Estrosi, qui est le maire de Nice, député, ministre, qui a une culture du politique importante et qui était un des premiers à avoir une vision très volontariste. Je me souviens quand il a décidé de faire de Nice une Smart City, tout le monde pensait que c'était un gadget, que c'était un effet de mode d'une ville, d'un élu qui voulait se positionner à la mode. Et puis aujourd'hui, on voit, et quand on voit les 9000 billets qu'on a délivrés pour toutes les personnes, tous les Marseillais, tous les gens du territoire qui souhaitent assister à ces débats, on voit que ce qui était peut-être l'effet de mode à un moment, c'est devenu un effet de société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir une société et tous les problèmes qui vont avec sans mettre au cœur cet outil du numérique. Et donc, c'est formidable que Christian Estrosi ait accepté de venir aujourd'hui parce que, du coup, il y a un retour d'expérience de Nice qui peut nous éclairer sur ce qu'on peut faire. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas un modèle de Smart City. Par contre, il y a des exemples. Et quand on prend à droite, à gauche, tous les exemples qui nous permettent d'être performant, c'est là où on crée son propre modèle de Smart City, c'est-à-dire de ville intelligente, c'est-à-dire de ville où les citoyens contribuent à construire une intelligence collective. Donc, comment analysez-vous ce processus on est parti d'un effet de mode et aujourd'hui, on est dans une réalité de société? D'abord, c'est vrai que lorsque vous parlez d'une réalité de société, au départ, on a donné franchement le sentiment qu'on était tombé dans un domaine virtuel qui échappait à chacun de nos concitoyens. Nous voyons bien aujourd'hui dans la société moderne à quelle vitesse le citoyen qui est intelligent, beaucoup plus qu'on ne le pense, et qui sait se saisir de toutes les technologies qui lui sont offertes, sait s'approprier une nouvelle technologie qui peut changer et révolutionner ses comportements, ses modes de vie, mais en même temps permettre une véritable interactivité entre la collectivité, avec le monde de l'entreprise, avec ses modes de vie au quotidien, et je dirais pour notre jeunesse plus particulièrement, l'entrée que cela fait désormais dans nos collèges, dans nos lycées, et plus encore dans le domaine de l'enseignement supérieur ou dans nos centres d'apprentissage. Donc, au départ, de quoi mon raisonnement est-il parti ? Il se trouve qu'on est venu me présenter un jour, alors que nous avons à administrer des services qui touchent au transport, des services qui touchent à l'état civil, des services qui touchent au service à la personne, à l'aide à domicile pour les personnes âgées, etc., etc., où forcément pour une collectivité les choses sont compliquées, notamment dans le paiement, monnaie sonnante et trébuchante, chèque, carte de crédit, c'est des usages qui dans une collectivité sont pas faciles à gérer. La solution NFC, Near Field Contact, qui d'ailleurs en anglais est le terme opposé du français puisqu'on dit sans contact mobile. Et en anglais, on explique que c'est au contraire la solution la plus proche. D'un côté, c'est éloigné en français, c'est pour ça que c'est toujours compliqué entre les Anglais et les Français. En tout cas, nous avons été la première ville en France à le mettre en œuvre, tant et si bien que j'ai eu tout de suite près d'1 millier de commerçants niçois qui ont dit « mais nous aussi, on veut que vous mettiez ce service à notre disposition ». Et à partir de là, alors que nous n'étions qu'une ville de tourisme, même si nous sommes une grande capitale, nous ne sommes pas la capitale de la région, mais la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je dirais, a la chance d'avoir 3 grandes agglomérations à dimension métropolitaine que sont Marseille, Toulon et Nice, et nous sommes la 5e ville de France, avec une métropole de 49 communes, où nous administrons 7 ports et 5 stations
de sport d'hiver, ce qui n'est pas offert à tout le monde, et que nous avons commencé à mettre en service, tout cela au service de nos concitoyens et de nos visiteurs. Je me suis dit, après tout, être la deuxième destination touristique de France après Paris, et en même temps ne marcher que sur une jambe, avec tous les risques que cela comporte, parce que nous savons que nous sommes dans un domaine aléatoire où les choses peuvent monter, descendre, avec des conséquences sur le marché, sur l'emploi, sur la croissance. Il serait bon de se diversifier, de trouver une filière industrielle. Et en suivant un peu les choses sur la scène internationale, j'ai mesuré que la croissance verte et les écotechnologies allaient générer dans notre pays, dans les 8 à 10 ans qui viennent, près de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un potentiel de création de 250 000 emplois. Je me suis dit, essayons de nous positionner pour être dans les premiers, après notre réussite sur le NFC, allons dans cette direction. On a bâti, et je visitais hier avec Renaud Muselier, Euromède, qui a été bâti il y a 20 ans maintenant et qui est une formidable réussite parce que l'opération d'intérêt national est un outil qui permet vraiment de donner aux élus moyen d'avancer en partenariat avec l'État, une planification, une hiérarchisation des priorités, des outils d'intervention, des outils d'urbanisme extrêmement performants. Et je me suis dit, allez, on va décider de devenir, nous aussi, une ville industrielle. Alors, lorsque j'ai expliqué autour de moi que je voulais faire de Nice une ville industrielle, on m'a regardé avec des yeux grands comme ça. On s'est dit, il ne va pas relancer la filière du textile ici, bâtir des hauts fourneaux ici, ou une filière automobile. J'ai dit non, on va faire des écotechnologies. Et les écotechnologies, c'est la Smart City d'abord. Et donc, en faisant notre opération d'intérêt national sur 10 000 hectares, dans le bassin du Var, sur toute la partie aéroport et nord de l'aéroport, qui est le deuxième aéroport international de France, en y faisant un centre multimodal où soient décloisonnés tous les modes de transport, eh bien, on a commencé à se lancer avec une crédibilité, parce que vis-à-vis d'industriels comme IBM, Cisco, Veolia, Schneider Electric, etc., cette réussite sur les NFC nous ont donné cette crédibilité qui leur a fait dire ils ont gagné leur crédibilité, ils ont leur OIN, ils ont de bons architectes urbanistes. Josep Luis Mateo, l'architecte catalan qui a fait le 22 arrobase dans le cœur historique de Barcelone, Christian de Villers, l'un pour la Technopole, l'autre pour le grand centre d'affaires, et on y va, on se structure, on équipe, on fait la voirie, on fait les transports, on fait la fibre optique, on apporte tous les services qui feront que nous attirerons les investissements. Aujourd'hui, en moins de 6 ans, eh bien, ils sont tous présents, ils ont tous investi, y compris Orange, EDF, ERDF, SFR, GDF Suez, Veolia, etc., etc., exclusivement sur la recherche, le développement, même la production, puisque le centre de Schneider Electric, en fusionnant son centre de recherche sur les smart grids et son centre de production où on produit à 70% à l'exportation d'ailleurs, ce qui ramène de moyens dans le PIB, en est dans la démonstration. Et en même temps, en boucle avec une grande partie de ces investisseurs, nous avons dit, on fait un démonstrateur. C'est Nice Grid, comme on veut, qui nous permet aujourd'hui d'avoir le démonstrateur, la pépinière d'entreprise avec les startups, l'Institut méditerranéen des risques de l'environnement et du développement durable avec l'Université de Nice-Sophia Antipolis pour faire les formations en alternance qui permettent aux entreprises implantées de pouvoir former eux-mêmes leurs ingénieurs de demain sur place. Et en même temps, nous avons dit à tout cela, y compris Cisco d'ailleurs, que je veux rajouter, on vous donne la ville. C'est votre terrain de jeu. C'est votre lieu d'expérimentation. Et on va voir comment vous allez et nous permettre à nous de mieux penser et à nos concitoyens de voir s'ils sont capables
de se l'approprier. Et on en a remarqué que ça devenait tout simplement une dimension citoyenne, parce que je n'imaginais pas que les citoyens se l'approprient aussi rapidement que cela. Alors justement, vous appuyez sur un point. Le numérique, c'est du virtuel, donc c'est quelque chose de désincarné. Le citoyen, c'est un individu, c'est un être vivant qui est donc incarné. Et donc une des peurs qu'on a vis-à-vis du numérique, c'est justement quelque chose qui uniformiserait, qui indifférencierait, et où il y aurait plus cette relation humaine. Vous, votre retour d'expérience, est-ce que ça tue la relation citoyenne, vous élus avec vos citoyens, ou au contraire, est-ce que ça la renforce ? Merci d'abord pour cette question. Je dis très clairement, ça la renforce. D'abord, je veux remercier la ville de Marseille, son maire, ses élus, Renaud Muselier, sa communauté urbaine, qui ont organisé aujourd'hui ce grand salon de la Smart City qui fait honneur à notre région. 9000 inscrits, m'avez-vous dit, c'est absolument extraordinaire. Si on nous avait dit à vous, à moi et à certains ici, à 5 ou 6 ans de cela, qu'un jour, il y aurait 9000 inscrits à un rassemblement comme celui-ci, on n'y aurait pas forcément cru. Aujourd'hui, on mesure que nous n'avons pas le droit de prendre 24 heures de retard dans ce domaine pour structurer nos territoires. Et en plus, c'est pour nous qui avons toujours essayé d'aménager nos territoires, on dirait au feeling, et c'est toutes les erreurs qui ont été commises par les élus locaux comme par les urbanistes entre les années 50, la moitié du siècle dernier, et la fin du siècle dernier, où on se disait allez, on a besoin de tel équipement, il y a du foncier là-bas qui est disponible, allez, on va le jeter là-bas. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des quartiers dortoirs, on se retrouve avec de l'immobilier d'entreprise, on se retrouve avec des institutions publiques, chacune étant dans leur coin, on se retrouve avec des technopoles à l'autre bout, on a même construit des usines à la campagne, et on a complètement déréglé les problèmes à la fois sociétaux, de déplacement, les déplacements domicile-travail, la désorganisation des familles entre le lieu où on dépose les enfants à l'école, l'endroit où on va travailler, etc. Parce que nous n'avions pas les outils qui nous permettent d'entretenir la relation avec la population d'un côté, sa réaction, et en même temps qui nous permettent de mesurer par rapport à des systèmes intelligents, au big data, etc., etc., ce qui nous permettrait d'éviter des erreurs. Aujourd'hui, c'est une chance pour nous d'être en responsabilité et de savoir que nous avons des outils qui nous permettent de savoir exactement ce que ça produirait, de prendre telle décision dans les 20 ans qui viennent sur tel territoire, avec les conséquences quelquefois graves qu'on a connues par le passé, avec des quartiers qui vivent très mal et que nous avons le devoir de réformer, ou au contraire, si ça produira un effet positif. Je prends un exemple, ne serait-ce que sur la gestion des transports. J'ai hérité d'une ligne 1 du tramway en arrivant, et bien je peux vous dire, je réalise la ligne 2 avec ces outils-là. Là où mon prédécesseur, qui ne bénéficiait pas de ces outils, je ne veux pas lui jeter la pierre, a réalisé un tramway qui roule à 9,9 km/h, qui percute tous les jours des piétons, des cyclistes, avec des problèmes de croisement avec les voitures. Pourquoi ? Parce que quand on fait rouler au sol un tramway qui partage l'espace public avec le reste des déplacements, forcément, il y a un moment où il y a des problèmes. Bon, c'était des rames de 33 mètres qui passaient toutes les 7 minutes et demie. Mes formidables ingénieurs, dont je reconnais le talent, m'ont dit Monsieur le maire, on a une solution pour régler le problème, puisqu'on était à saturation sur cette ligne, on était à 60 000 usagers jour. Maximum, taquet, on ne pouvait pas aller plus loin. C'était bourré. J'ai dit, il faut qu'on gagne une capacité de 30 à 40 000. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oh, ils m'ont dit, c'est facile. Vous rallongez les rames, vous les faites passer de 33 à 44 mètres, et au lieu d'être sur des fréquences de 7 minutes et demie, vous passez à 4 minutes.
Ah ben formidable. Vous êtes sûr de vous, c'est votre métier, vous avez fait des études, vous êtes diplômé, ça va marcher. Ah oui, promis, monsieur le maire, ça va marcher. Ben, résultat des courses, c'est vrai, on est à 100 000 usagers jour, à bloc, mais en même temps, on a créé sur certains axes des thromboses devenues extrêmement difficiles à gérer. Pourquoi ? Parce que les normes de sécurité sont telles que quand à un feu tricolore, il faut faire passer des voitures entre deux rames de tramway, comme elles ont un délai de 40 à 45 secondes, et pas plus, puisqu'il n'y a que 4 minutes de fréquence entre deux rames de 44 mètres, eh ben, ça a créé, par voie de conséquence, des thromboses. On n'avait pas les outils pour mesurer cela. Aujourd'hui, on réalise une ligne 2 sur 11 km qui aura une vitesse de croisière de 25 km/h et pas de 9,9 km/h. Donc en plus, une plus grande efficacité, une capacité de transport d'est en ouest de l'agglo de 170 000 usagers jour, parce que nous avons la chance de disposer de ces outils, et qu'en même temps, nous avons le retour d'expérience, d'usage de nos concitoyens. Vous me parlez aussi de la relation avec le citoyen. Le citoyen, là où nous avons fait nos premiers boulevards intelligents, connectés, bon, c'est-à-dire que nous essayons de réguler la circulation en fonction des pics d'émanation de CO2, de régler les feux tricolores, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas réglés 24 heures sur 24 de la même manière, c'est automatiquement les technologies du numérique qui sont capables d'évoluer elles-mêmes, d'anticiper à une demi-heure près ce qui est en train d'évoluer dans le cours de la journée. L'éclairage public, on n'a pas besoin d'avoir un éclairage constant. Aujourd'hui, en fonction de la luminosité du jour, le soir, le matin, il est plus ou moins intense. Au moment où vous avez tous les phares de bagnole qui éclairent à fond la chaussée, on a le moins possible d'éclairage public. Et puis quand à 1h du matin, il y a un piéton qui passe tout seul, il faut le sécuriser. D'un coup, vous avez la lumière qui s'amplifie. Sur la collecte des ordures ménagères, qui est un vrai problème de gestion pour l'ensemble des agglos aujourd'hui, la tradition, c'est on a une armada de 300 véhicules qui partent ou à 5h du matin pour faire le ramassage, ou à 22h ou à 23h le soir en faisant du bruit, en cassant les pieds à toute la population. Bon, vous avez une smart grid qui est positionnée aux 2/3 du remplissage d'un bac, qui automatiquement signale à n'importe quelle heure du jour qu'on est arrivé aux 2/3. Vous avez un seul véhicule qui vient, il vide. On règle le problème sanitaire pour ne pas que ça déborde, que ça attire les rats, les machins, etc. etc. Et en même temps, on n'a pas besoin de faire sortir 300 véhicules le soir à la même heure, le matin à la même heure. Et on règle et on gère ces sujets de manière extrêmement apaisée. Et le citoyen qui regarde ça, et qui voit les économies d'énergie que nous faisons, et qui voit comment on administre mieux la cité, il dit, et moi, je ne peux pas administrer mon chez-moi en profitant de votre offre. On s'est dit, tiens, on a cette demande, est-ce que c'est possible ? On regarde avec nos partenaires industriels, bon, j'ai cité quelques noms tout à l'heure, et aujourd'hui, c'est possible. Celui qui veut faire des économies d'énergie chez lui, celui qui veut mieux réguler et mieux organiser dans sa domotique les choses à l'intérieur de son domicile, il se connecte avec la collectivité et avec l'offre de services de nos industriels. Et il gère mieux son budget familial. Et en même temps, nous avons cette relation par le numérique qui nous permet, nous, d'avoir des indicateurs très précis sur ces modes de comportement, sur ces modes de vie, à quel moment de la journée il y a plus de densité dans un quartier, à quel moment de la journée on part pour accompagner ses enfants à l'école, ou on rentre à la maison, etc., pour organiser la vie de la cité en relation directe et en interactivité avec nos concitoyens. Donc si je vous comprends bien, vous dites grâce au numérique,
il y a une meilleure écoute, il y a un meilleur dialogue avec le citoyen. Donc on voit bien dans un périmètre urbain qui a une certaine homogénéité, mais en même temps, et avec l'agglomération niçoise, 49 communes, avec une géographie tourmentée, est-ce que le numérique est un outil de désenclavement? Parce qu'on voit bien que si tous nos concitoyens viennent dans les centres-villes, également, ce ne sera pas gérable. Donc, est-ce que c'est un outil, justement, pour rééquilibrer la gravité humaine des territoires? Oui, dans plein de domaines. On évite d'abord la désertification rurale. Nous étions hier soir avec Renaud à la clôture de l'Assemblée générale des médecins libéraux, et on a évoqué ce sujet. Nous voyons bien que dans le monde rural, nous héritons d'hôpitaux ruraux qui ne sont plus des hôpitaux d'ailleurs, qui sont simplement des maisons de retraite. C'est l'endroit où on laisse ces vieux, entre guillemets. J'ai voulu relancer une médicalisation. Pour relancer cette médicalisation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut signer des conventions avec les CHU, qui sont à 150 km, décloisonner avec la médecine libérale pour inciter des médecins libéraux à nous aider à lutter contre cette désertification, leur permettre d'intervenir dans le milieu hospitalier rural en le remédicalisant grâce à leur présence, sans pour autant avoir un médecin hospitalier stricto sensu, et en même temps par le numérique, on peut faire de premiers diagnostics grâce à un médecin libéral sur place et à des spécialistes qui sont au CHU, à 150 bornes de là, et puis des soins post-opératoires par cette relation aussi entre les grands centres de soins et les lieux décentralisés. Je prends cet exemple, mais je pourrais en prendre tant d'autres dans le domaine de l'éducation. J'avais obtenu en son temps, lorsque j'étais premier vice-président de la région avec Jean-Claude Gaudin, que nous réalisions un lycée des métiers de la montagne. Là, on me traitait de fada, fou complet, en me disant mais il n'y aura jamais un élève. On l'a livré avec 250 élèves pour accueillir. Aujourd'hui, on est à 450 et on a au moins 150 personnes en liste d'attente. On prépare à des bacs +2, et puis on y fait aussi de la formation continue pour les métiers de la montagne, la gestion des territoires, la formation des gardes des parcs nationaux, des moniteurs de ski, des guides de haute montagne, etc., etc. Et en même temps, sur les métiers de l'environnement, notamment en liaison avec l'Université du développement durable, le numérique nous permet de dispenser des cours en étant à 100 km des zones urbaines. Le travail à domicile, dans un certain nombre de domaines, on n'a plus besoin d'occuper impérativement de l'immobilier d'entreprise. Et aujourd'hui, la technologie numérique, qui permet de communiquer au millième de seconde avec le monde entier, peut permettre pour une entreprise de régler beaucoup de problèmes en même temps que de soutenir en matière d'aménagement du territoire de la présence salariée avec des gens extrêmement qualifiés à distance. Donc voilà, je cite quelques exemples d'applications, en tout cas qui sont une réalité incontestable aujourd'hui. Alors, dernière question, puisque le temps nous est compté. Vous êtes niçois, donc on est à un bout du territoire. Là, aujourd'hui, je suis provençal, azuréen et alpin. Nous y arrivons, cher Christian. Aujourd'hui, nous sommes à Marseille. Est-ce que donc on voit que le territoire dont on parle... Je ne suis pas de Saint-Cloud. Il y a des métropoles, mais il peut y avoir plusieurs métropoles, donc plusieurs définitions du territoire. Est-ce que le numérique, c'est un outil pertinent pour créer plus de solidarité entre ces deux bouts du territoire, Marseille, Nice par exemple, et tout ce qu'il y a au milieu, tous ces territoires alpins que vous avez définis, qui sont d'une accessibilité pas forcément évidente? Mais vous vous rendez compte la chance que nous avons. Nous sommes, pour la France, la plus belle carte postale au regard du monde entier. Est-ce que vous connaissez des noms plus prestigieux d'autres territoires de France, hormis Paris, qui est notre capitale et qui a son histoire, et qui est une référence et une grande capitale mondiale? Mais le mot Provence, le mot Côte d'Azur,
le mot Alpes où le monde entier se précipite vers nos stations de sport d'hiver. Des liens d'amitié avec une ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande qui s'appelle Hélène Clark, du temps où j'étais ministre de l'Outre-mer. Nous avions souvent des réunions ensemble chez elle à Auckland. Elle me disait, mais moi, vous savez, mes 15 jours de vacances chaque année, c'est à Serre-Chevalier et nulle part ailleurs. Quand on a la chance de s'appeler ainsi, allez, ça sera mon dernier mot, j'ai eu le bonheur de faire la 4e Smart City au monde. Si, avec les amis qui sont ici et que je salue, nous pouvions réaliser ici dans cette région la première Smart Région, ça me plairait beaucoup. Bon, merci Christian Estrosi.